Vos enfants rentrent à l'école, le maire et les conseillers rentrent à l'hôtel de ville. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi, bonsoir Félix-Antoine. Tu as retrouvé l'hôtel de ville aujourd'hui parce que c'était le premier conseil de ville en cette rentrée et un des sujets qui s'est imposé naturellement dans l'actualité, c'est cette guerre tarifaire qui a été déclenchée par Donald Trump. Oui, Jean-Simon, la guerre tarifaire, mais pas nécessairement de la façon à laquelle on aurait pu s'attendre. Là où on en a parlé, ça a été un peu plus dans l'importance des grands projets pour la vitalité économique de la ville quand il y a une incertitude économique comme celle qu'on connaît en ce moment et qu'on va continuer de connaître probablement à travers la guerre tarifaire. Bon, le maire, évidemment, qui parle de projet de tramway, la tête des ponts, ce qui active essentiellement les travailleurs de la ville. Et là-dessus, l'opposition et Stéphane Lachance, son chef, ont proposé au maire Marchand de, à ce moment-là, se montrer comme un défenseur du projet de troisième lien en disant c'est un projet qui pourrait amener près de 10 milliards en investissement et en travaux dans la ville. Ça rentre dans sa définition. Et savez-vous quoi? Le maire de Québec n'était pas totalement en désaccord. Alors oui, d'avoir 10 milliards d'investissements dans la région, ça va être bon pour nos entreprises, ça va faire travailler notre monde. C'est vrai. C'est la même logique, je ne peux pas être incohérent, c'est la même logique que l'hôpital, que le tramway. Moi, je suis capable de le dire contrairement à M. Roussin, par contre, qui n'est pas capable de le dire sur le tramway, là. Je l'inviterais à être cohérent, peut-être capable de le dire aussi sur le tramway, puisqu'il pense sur le troisième lien. Sauf que le tramway, c'est maintenant. Le musée des Beaux-Arts, c'est maintenant. Le pont de l'île, c'est maintenant. La tête des ponts, c'est maintenant. Parlant d'opposition, est-ce que Stéphane Lachance a trouvé son cheval de bataille pour cet automne? Peut-être, mais c'est un cheval de bataille qui nous a surpris. Je vais le dire comme ça, Jean-Simon. On ne l'avait pas vu venir aujourd'hui, alors que c'était le grand retour. Bon, on se dit après de longues vacances, peut-être plusieurs dossiers qu'on est prêt à venir porter. Il a parlé des arbres. Oui, vaguement, rapidement, pour nous dire que c'était une triste journée, mais il est surtout venu nous parler... Du tramway? Non, même pas. D'une plaque inauguratrice de l'UNESCO pour parler de Québec, la désignation comme ville biosphère. Et... il s'oppose essentiellement à ce que cette plaque soit dévoilée dans la salle du conseil de ville. On veut qu'elle soit à l'extérieur. On n'est pas contre la plaque en tant que telle. On est contre le fait qu'elle soit à l'intérieur du conseil de ville parce qu'on dit qu'essentiellement, c'est une influence qu'on ne veut pas avoir sur l'hôtel de ville. De l'UNESCO, apparemment. Écoutez, savez-vous quoi? Marc Roussin va l'expliquer mieux que moi. On démontre qu'on reconnaît l'organisme et on apprécie la reconnaissance de l'organisme. Alors, si ce n'est pas de l'influence, je me demande c'est quoi. Mais bon, je laisse ça à l'interprétation. L'UNESCO, c'est un organisme spécialisé qui œuvre à renforcer les liens entre les peuples à travers l'éducation, la science, la culture et l'information. Alors, je vais le répéter pour M. Roussin. L'éducation, la science, la culture et l'information. Il n'y a pas un agenda derrière ça. Il y a juste cette idée de dire comment on peut développer des peuples. Rapidement, Marchand a aussi illustré son malaise par rapport aux candidats parachutés, dans certains cas, dans la région de Québec. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Et on va continuer de parler de politique municipale parce que c'était aujourd'hui que ça commençait officiellement, on l'a brièvement dit, les premières coupes d'arbres sur le boulevard René-Lévesque. Il faut quand même préciser que c'était pas encore l'heure pour les plus gros arbres qui vont être à abattre. Ce sont ceux près du parc de l'Amérique française qui étaient visés par des travaux de foresterie cette semaine. Ce sont 50 arbres qui vont être abattus cet automne sur le boulevard René-Lévesque au total. Il représente une des candidatures qui a fait le plus jaser en cette pré-campagne électorale au Québec. J'ai nommé François Garriépi. C'est le candidat péquiste dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ex-journaliste à Radio X. Il est avec moi en studio. Bonsoir, François Garriépi. Bonsoir, M. Buis. Merci de me recevoir. Merci d'être là. C'est quoi qui est plus tough? Travailler à Radio X ou se présenter pour le PQ? C'est sûr que les premières heures là, de l'annonce de ma candidature ont été, plutôt mouvementées. Mais on a l'habitude au Parti québécois là, d'avoir des nominations qui, déplaisent parfois, mais souvent suscitent des réactions. Donc, j'attendais cette tempête-là. J'avais prévu en fait que je mangerais, que quelques salves seraient lancées en ma direction. Ouais. Mais je pensais pas que ce serait le texte de Urbania qui retiendrait l'attention. Oui, texte sur des salons de massage érotiques. Je peux être coupable, j'ai déjà fait des reportages sur les salons de massage érotiques. Là, on n'ira pas là-dessus. Plus précisément, il y a quand même de la résistance au sein même du Parti québécois. Là. Il y a des gens dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré qui disent François Garriépi, il ne nous représente pas nos valeurs, qui sont pas contents avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a des gens dans Charlevoix qui me disent nous, on est péquistes, mais
on est tiraillé parce qu'on ne se sent pas représenté. Vous répondez quoi aux gens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré? Ben, en fait, je réponds que j'ai déjà commencé à les rencontrer. J'ai déjà commencé des assemblées de cuisine. Il y a des gens qui m'écrivent, qui se posent des questions. Donc, j'ai passé les 2 premiers jours dans le comté de Charlevoix. Puis dans Charlevoix, ben, j'ai découvert des gens extraordinaires qui sont fondamentalement c'est des souverainistes. J'ai rencontré des gens qui avaient des cartes du Parti québécois de 74. Ouais. Puis je comprends la résistance aussi. On ne capte pas Radio X dans Charlevoix. C'est une antenne qui, à cause des vallons, est plus difficile à écouter dans sa voiture, notamment. Ça reste une étiquette. On s'entend, vous êtes un des plus modérés Radio X, on pourrait dire ça, là, avec votre travail, tout ça. N'empêche que Radio X, ça vient avec une étiquette. Vous avez été surnommé Monsieur Radio X pendant la pandémie. Vous êtes devenu en quelque sorte une mascotte de cette radio-là qui n'a pas toujours une bonne réputation. C'est pas trop dur à porter en faisant de la politique, ça? Surtout dans un parti comme le Parti québécois, là. On parle pas du PCQ, là. Non, mais en fait, moi, M. Radio X, c'est une appellation qui n'était pas du tout contrôlée, là, mais c'est surtout une appellation qui venait du premier ministre François Legault. Ouais. Et moi, j'ai jamais vraiment carburé à ça. T'sais, en ondes, on ne me présentait pas comme étant M. Radio X. Donc, dans les derniers 48 heures, ou du moins vendredi, probablement, et samedi, en fait, pour être précis, j'ai senti, tu sais, l'espèce d'insistance de vouloir vraiment me condamner à être M. Radio X jusqu'à la fin des temps. Mais, tu sais, bon, il y a quand même une pétition qui circule à la Malbaie d'une quinzaine de noms, des gens qui sont... Ben, moi, je veux les rencontrer, ces gens-là, parce que je veux les convaincre. Et s'ils sont pas désireux, en fait, de m'entendre, c'est bien correct aussi. Je m'attendais quand même à une certaine résistance. Troisième lien, vous êtes pas ou contre? Mais je suis entouré, juste dire que je suis entouré d'une équipe de gens de Charlevoix, tu sais, puis mais j'ai vraiment une équipe formidable qui m'appuie. C'est des gens locaux et ils sont contents d'avoir un candidat qui se présente et qui fera peut-être la différence. Troisième lien, vous êtes pas au contre? Ben moi, je ne peux pas dédire ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que sur les ondes de plusieurs radios, en fait, l'hiver dernier, je faisais la circulation à BPM, une station de sport. Fait que j'avais la carte devant moi. Là. Je le vivais, en fait, en temps réel, le fameux trafic. Donc, prendre connaissance du fait qu'à Québec, on a des problèmes de trafic, particulièrement dans le secteur de Lévis, pour avoir déjà habité à Saint-Nicolas, on comprend que c'est... Donc, vous êtes pour? Ben moi, je suis fondamentalement convaincu. Mais je joins les rangs d'un parti... Convaincu de la nécessité d'un troisième lien. En fait, de la pertinence de la discussion. Pour les automobilistes. Mais aussi, moi, je pense qu'on aura besoin éventuellement d'un lien autoroutier. Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon ne semble pas de cet avis-là? Ben moi, je suis très à l'aise avec ça parce que moi, je me lance pas en politique pour faire un pont entre Québec et Lévis. Je me lance en politique pour faire un pays, pour joindre l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon puis faire une différence sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix. C'est tout le temps qu'on a, François Gariépy. Tant mieux. On va se recroiser pendant la campagne électorale. On se revoit. Merci. Bonne soirée. Lundi, c'est la rentrée des étudiants à l'Université Laval, mais se déplacer sur le campus dans les mois à venir, ce ne sera pas simple, tellement que l'Université, la Ville de Québec et le RTC ont tenu un point de presse pour informer les étudiants de toutes les entraves qui vont être à prévoir à cause de travaux dans le secteur. Reportage Laurence Royer. Ça n'a pas l'air de ça pour le moment, mais à partir de lundi, ce sera très compliqué de se déplacer sur le campus de l'université. La circulation va être chamboulée par plusieurs chantiers, dont celui du tramway, mais aussi celui de la construction de nouvelles résidences étudiantes, de nouveaux pavillons également. Ils vont demander une adaptation, je dirais pas en continu, mais quand même, là, de façon périodique, pour permettre la réalisation de ces travaux. Dans ce contexte, l'Université Laval, mais aussi la Ville et le RTC vous encouragent à opter pour des modes alternatifs de déplacement ainsi qu'à partir beaucoup plus tôt pour vous rendre à vos cours. Cette année, on est à 65 % des cours qui commencent à 8h30 et 35 % des cours qui commencent à 9h. Ça, évidemment, ça a un impact au niveau de la circulation autour du campus, un impact aussi au RTC parce que ça permet de mieux organiser, mieux planifier, puis de baisser un petit peu la pression. De plus, il faut préciser qu'il y a environ 500 des 6500 cases de stationnement qu'on retrouve sur le campus qui seront retranchées. Ceci dit, l'université affirme qu'il y a plusieurs stationnements qui sont présentement sous-utilisés, notamment celui du PEPS, mais aussi des pavillons qui sont situés de l'autre côté de l'autoroute Robert-Bourassa. Sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait la hausse du prix du stationnement qui a fait réagir, surtout dans un contexte où on réduit le stationnement disponible. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez aussi? En tout cas, nous, de notre côté, c'est quelque chose que nous déplorons toujours. Nous savons très bien que les étudiants
dans la globalité, vivent des situations de précarité, des situations d'itinérance et d'insécurité alimentaire. C'est des problématiques qui sont sur la table. C'est peut-être pas le moment de faire subir cette augmentation de prix-là qui vient encore une fois taper sur la poche de nos étudiants. On regarde évidemment l'IPC, on s'ajuste parce que nos coûts de maintenance, évidemment, progressent avec l'IPC. Cette année, c'était quand même important de le faire. Les stationnements, notamment nos stationnements souterrains, ont besoin de beaucoup d'amour. Et ce n'est que le début. Les travaux vont s'intensifier au cours des prochains mois ainsi qu'à la prochaine rentrée scolaire. L'an prochain, évidemment, les choses vont être différentes. Il va y avoir plus de chantiers, plus d'entraves partielles, il y aura peut-être un peu plus de tronçons où il y a des fermetures. Mais ça, on va le savoir seulement l'an prochain. On a déployé un site web, une infolette qui va être là tout au long de cette transformation du campus. Et de son côté, la CADEL, qui représente les étudiants du premier cycle de l'université, n'était pas disponible pour commenter l'ensemble de ces changements. À l'Université Laval, Laurence Royer pour Nouveau Info. La Ville de Lévis va déposer un avis de proposition aujourd'hui pour une demande d'aide financière de 61 millions de dollars pour les travaux et ses usines de traitement des secteurs Desjardins et Saint-Nicolas. Les élus souhaitent obtenir ce montant auprès du programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations du gouvernement du Québec. À quelques jours du déclenchement des élections, l'opposition considère que le moment est bien choisi pour en faire la demande. On a toujours parlé que ça prenait une participation aussi des autres niveaux provinciaux, entre autres, là, pour nous aider au niveau des infrastructures. En fait, quand ça a été transféré la responsabilité aux municipalités, les budgets n'ont pas nécessairement suivi, donc c'est un peu un appel à l'aide de ce côté-là. C'est vraiment parce qu'on veut avoir une contribution de la part des différents niveaux de gouvernement. Et choquant, le dossier d'un homme de Québec arrêté le printemps dernier pour terrorisme était de retour au palais de justice ce matin. Et Caroline, on a eu des nouvelles informations qui donnent vraiment froid dans le dos. Oui, tout à fait. On parle d'éléments particulièrement sensibles auxquels on a pu avoir accès aujourd'hui. La Couronne fédérale qui a accepté qu'on en apprenne un peu plus là, sur ce qui a mené à l'arrestation de Jeffrey Roussel, cet homme de 26 ans de Québec qui a été arrêté en avril dernier par la GRC en collaboration avec la police de Québec. Bon, on savait déjà que l'individu intéressait les autorités depuis le mois de février dernier. On ajoute que c'est en raison d'informations voulant qu'un utilisateur de Telegram, le réseau de discussion, là, a l'intention de diffuser son suicide en direct sur les réseaux. Par la suite, on est intervenu pour éviter qu'il passe à l'acte, mais l'enquête s'est quand même poursuivie. Et là, on s'est aperçu qu'il avait plusieurs comptes sur plusieurs réseaux sociaux, plateformes de discussion ou même de jeux, comme Roblox également. Et sur certains, il faisait allusion aux groupes 764 et 984, deux groupes qui diffusent du contenu extrêmement perturbant, violent, et tout ça dans le but de radicaliser des victimes. Donc, ce que vous avez à comprendre, parce que je vais vous épargner là, les détails, il n'y avait absolument aucune limite jusqu'à la violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique ou même sexuelle, auquel on pouvait finalement vouloir inciter les victimes à se soumettre. Tout ça, bon, dans le but finalement un peu de les contrôler là-dedans. Il était question également de publication de contenu de type cruauté animale. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'individu en question, Caroline? Bon, en fait, les informations sont venues davantage dans les discussions avec des proches de Jeffrey Roussel, là, l'enquête qui a débuté principalement en février, mais par la suite, des proches qui ont révélé que c'était quelqu'un qui était très discret, très secret, peu de relations sociales, la difficulté même à garder un emploi. C'est quelqu'un qui aurait été même à la rue pendant un certain moment, qui aurait été laissé à lui-même là, à partir de ses 18 ans. Bref, on en saura vraisemblablement davantage au cours des prochains mois. Son dossier va être de retour en septembre prochain. J'en profite quand même, Jean-Simon, pour rappeler que si des gens auraient besoin d'aide, toujours possibilité d'appeler la ligne 1866 appel. Non, il n'y a pas de limite à la noirceur de la nature humaine parfois. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Dans le signaleur de 25 ans, heurté par un avion sur le tarmac de l'aéroport Montréal-Trudeau, a succombé à ses blessures. L'accident est survenu vers 19h30 hier soir, alors que le vol 5761 de French Bee à destination de Paris était en train de manœuvrer pour quitter le terminal. Le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada enquête sur les circonstances qui entourent la mort de cet employé de l'entreprise d'assistance Samsic.
Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Alors, si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou encore si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire directement par courriel à js.bu@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info pour voir ou revoir tous nos reportages ainsi que nos entrevues.